annoncé il y a plus d'un an, le 13 novembre 2015, alors que l'attaque du Bataclan n'était pas encore terminée. L'état d'urgence est toujours en vigueur en France. Avec la démission de Manuel Valls, ce régime censé être d'exception doit de nouveau être soumis au vote du Parlement avant le 21 décembre. Les sénateurs vont se prononcer dans un instant sur une nouvelle prolongation. Mais pour quelle efficacité? Le bilan de l'état d'urgence est controversé. Jean-Philippe de Rosier, professeur de droit public à l'université Lille 2, constitutionnaliste, va nous accompagner cet après-midi à l'occasion de l'examen par le Sénat de cette prolongation de l'état d'urgence. On voit bien la difficulté aujourd'hui pour les parlementaires de voter ce régime censé être d'exception et qui finalement, on le voit, perdure dans le temps. Est-ce que cela pose un risque, un danger constitutionnel de voter à l'infini une prorogation de l'état d'urgence? Alors comme vous le dites, c'est un régime d'exception et il reste d'exception. Il n'a pas vocation à s'installer de façon permanente. À chaque fois que la prorogation est votée, il y a un terme qui est voté par le Parlement, et cette fois-ci ce sera le 15 juillet. Rappelons que l'état d'urgence s'est déjà appliqué sur un temps relativement long, notamment lors de la grosse crise algérienne en 1961, donc à partir du mois d'avril 61 jusqu'en octobre 1962, et il s'était interrompu là aussi en raison d'une dissolution de l'Assemblée nationale, ce qui l'a porté à une durée de 18 mois. Nous n'y sommes pas encore. Dans l'hypothèse où il irait jusqu'au 15 juillet, on s'apparenterait à cette durée également record jusqu'à présent. Donc ça, c'est un premier point. La Constitution, ainsi que le rappelle le Conseil d'État de façon assez régulière, ne s'oppose pas à l'état d'urgence, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, et n'interdit pas sa nouvelle prorogation actuelle, car la menace terroriste qui a justifié son enclenchement au soir du 13 novembre est toujours effectivement présente. Cet état d'exception qu'est l'état d'urgence permet effectivement la prise de mesures dérogatoires. Il est un état d'exception qui permet de prendre d'autres mesures. Il n'introduit pas lui-même ces mesures. Je crois que c'est important de le rappeler. Il permet, sur son fondement, de prononcer des assignations à résidence, de procéder à des perquisitions administratives, etc. Mais lui-même ne les enclenche pas, il ne permet que on va justement, si vous voulez bien, Jean-Philippe de Rosier. Toujours avec moi sur ce plateau, Jean-Philippe de Rosier. Je rappelle que vous êtes constitutionnaliste pour analyser les enjeux de ce vote des sénateurs cet après-midi. On a entendu les interrogations qui venaient à la fois des rangs communistes par la voix de la sénatrice Éliane Assassi ou encore à l'instant d'Esther Benbassa pour le groupe écologiste. Pourquoi maintenir cet état d'urgence? Est-ce qu'il y a un risque de dangerosité sur les valeurs, la préservation des valeurs démocratiques en France? Je ne dispose pas des informations nécessaires pour pouvoir répondre à cette question. Ce sont des informations qui, pour la plupart, sont classées secret défense. Mais je suis convaincu que le gouvernement, le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, le Président de la République disposent des informations qu'ils ont transmises, pour certaines d'entre elles, au Conseil d'État. Et les uns et l'autre ont jugé nécessaire et justifié que l'état d'urgence soit prorogé une nouvelle fois dans le cadre des prochains mois qui vont arriver et qui vont évidemment susciter une agitation démocratique dans le bon sens du terme, en raison de la campagne électorale, des primaires de la gauche d'abord, des élections présidentielles ensuite, des élections législatives enfin. Tout cela justifie que, effectivement, dans le contexte de menaces terroristes dans lequel nous sommes plongés depuis plus d'un an, et même pas seulement depuis le 13 novembre, car il y avait les attentats de Charlie en janvier 2015 qu'il ne faut pas oublier, justifie que des mesures exceptionnelles, dérogatoires, exorbitantes puissent être prises. Et je suis assez surpris par certains propos qu'ont pu tenir les sénateurs cet après-midi qui dénonçaient l'état de droit. Alors Michel Mercier a d'abord dit que l'état d'urgence était un renforcement de l'état de droit. Premier élément qui m'a surpris, parce que l'état d'urgence n'était peut-être certainement pas un renforcement de l'état de droit. En revanche, je le suis tout autant lorsque Éliane Assassi ou Jacques Mézard considèrent que pour la première, cela n'augure rien de bon pour l'avenir de la démocratie, ou que pour l'autre, le second, que cet état d'urgence permet de s'affranchir du respect de la règle de droit. Non, l'état d'urgence est prévu par notre droit positif, selon des conditions inscrites dans notre droit positif. Elles sont réunies actuellement. Alors évidemment, on peut discuter de leur réunion ou non, mais visiblement, il y a un certain nombre d'éléments qui justifient que cet état d'urgence soit maintenu. Et sur le fondement de ce droit positif, l'état d'urgence 1 est engagé, et ensuite, dans des conditions
précises, prévues là encore par le droit et la loi de 1955, eh bien des mesures peuvent être prises d'assignation à résidence, de perquisition. On va y venir justement. On a entendu Jacques Mézard, Jean-Philippe de Rosier aussi poser cette question. Est-ce qu'on va finalement vers un projet de constitutionnalisation de l'état d'urgence? Ça avait été un temps envisagé, notamment ici au Sénat. Oui, alors je vais vous répondre, mais je voudrais juste rebondir sur ce que dit Jacques Mézard. Le Conseil d'État considérerait dans son avis du 8 décembre que le péril imminent est permanent. J'ai lu cet avis et je n'ai pas vu une telle affirmation. Le Conseil d'État relève simplement qu'en l'état actuel des informations dont il dispose et qui lui ont été transmises par le gouvernement, le péril imminent, condition d'engagement de l'état d'urgence prévu par la loi de 55, est encore présent. Mais ça ne veut pas dire qu'il est permanent, ça ne veut pas dire qu'il va perdurer ad vitam et qu'il n'y a pas de terme à prévoir. Non, il y a un terme qui est le 15 juillet 2017 et d'ici là, on verra si l'état d'urgence doit être levé. Il peut être levé à tout moment, y compris demain ou le 14 juillet ou quand on le souhaite, par un simple décret pris en Conseil des ministres, ou alors il pourrait être prorogé à nouveau par la nouvelle majorité qui sera élue au lendemain des élections législatives. La question de la constitutionnalisation de l'état d'urgence. J'ai toujours défendu la nécessité de constitutionnaliser l'état d'urgence, je l'ai fait d'ailleurs sur votre plateau, car je pense que cette constitutionnalisation de l'état d'urgence renforce effectivement l'état de droit, pour faire le lien avec ce que je disais précédemment. Pourquoi? Parce que actuellement, l'état d'urgence est un régime législatif prévu par la loi. Ce qui veut dire que tout ce que le législateur a fait dans une loi, il peut le modifier par une simple loi. Il peut modifier les conditions d'engagement de cet état d'urgence et surtout, il n'est pas lui-même soumis à un contrôle par rapport à cette loi. Si on inscrit dans la Constitution les conditions d'engagement de l'état d'urgence et les éléments formels permettant de l'engager, cela signifie que, d'une part, pour les modifier, il faudra en passer à nouveau par une révision constitutionnelle et que, d'autre part, surtout, le Conseil constitutionnel pourrait être saisi, le cas échéant, pour apprécier si l'engagement ou la prorogation de l'état d'urgence respecte la Constitution, c'est-à-dire si les conditions d'engagement de l'état d'urgence et de sa prorogation sont toujours réunis. Actuellement, ce n'est pas possible. Il n'y a que l'avis du Conseil d'État, mais qui n'est qu'un simple avis, et la représentation nationale, aussi éclairée soit-elle, qui peut le faire. Le juge, lui, et en tout cas le juge constitutionnel, n'est pas en mesure de le faire. Jean-Philippe de Rosier, sur cette question de l'assignation à résidence, on avait vu dans le bilan, le rapport d'information sur le contrôle parlementaire d'état d'urgence fait par les députés. Cette question, comment on peut justifier de maintenir durablement dans le temps ces personnes assignées à résidence sans éléments de nature à constituer une infraction pénale, sauf à méconnaître, je cite, les principes fondateurs de l'état de droit. C'est ce que disait ce rapport parlementaire. Alors, est-ce qu'il y a justement des interrogations légitimes autour de ces assignations à résidence? Oui, les interrogations sont légitimes parce que ce sont des mesures restrictives de liberté, non pas privatives, restrictives de liberté. Et lorsqu'elles s'inscrivent dans la durée, évidemment, cela soulève des interrogations qui sont parfaitement justifiables. Ces interrogations touchent notamment à la question de savoir pourquoi est-ce que cette personne est assignée à résidence. Et évidemment qu'il doit y avoir là un contrôle. S'agissant d'un régime de police administrative, l'état d'urgence est un régime de police administrative, c'est-à-dire qu'il prévient, il est là pour prévenir des atteintes graves à l'ordre public. Et ce n'est pas un régime de procédure civile ou de procédure pénale. Et donc il relève du juge administratif et c'est pourquoi il n'est pas placé sous le contrôle du juge judiciaire, mais bien du juge administratif. Mais il est donc justifié et même nécessaire, lorsque cela s'inscrit dans une durée effectivement longue, que le juge administratif puisse intervenir, qu'il puisse être saisi. Et cette disposition législative introduite par la loi actuellement en discussion, qui va être donc introduite par cette loi, est bienvenue car elle fixe un délai maximal qui peut être contourné, mais dans des circonstances encore plus exceptionnelles, sous le regard vigilant du juge administratif qui s'assurera que, d'une part, les conditions formelles sont respectées, mais d'autre part, les conditions matérielles également, c'est-à-dire que la personne assignée à résidence constitue en effet une menace à la protection de l'ordre public. La question maintenant qui se pose, on l'a vu, c'est comment on sort de cet état d'urgence finalement. Certaines pistes ont été exposées durant les débats. Cette question finalement, ça sera un petit peu à la nouvelle majorité de s'y atteler. C'est peut-être un peu un cadeau empoisonné que fait l'actuelle majorité à la future.
Cadeau empoisonné, non, parce que l'état d'urgence, encore une fois, se justifie aujourd'hui et il se justifie pour couvrir cette période électorale. Et d'ici là, si des conditions ou des éléments nouveaux venaient à indiquer qu'il ne se justifie plus, l'actuel gouvernement peut à tout moment, comme la loi le permet, lever l'état d'urgence par un simple décret en Conseil des ministres et il doit en informer le Parlement. Si, au-delà du changement de l'élection d'un nouveau président, de la nouvelle majorité lors des élections législatives du mois de juin, eh bien, c'est à ce moment-là que l'état d'urgence ne se justifie plus, soit il courra jusqu'à son terme, soit la nouvelle majorité, le nouveau gouvernement décideront immédiatement de le suspendre. Et à l'inverse, troisième hypothèse, si jamais cet état d'urgence doit encore être maintenu parce qu'il y a toujours des conditions qui le justifient, alors il sera préservé. Rappelons quand même un point qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous vivons une période extrêmement particulière. Les attentats terroristes qui ont eu lieu au mois de janvier 2015 à Charlie, au mois de novembre 2015 à Paris, au mois de juillet 2016 à Nice, et tous les autres qui ont été déjoués sont d'une nature et d'une gravité absolument extraordinaire et, je dirais, inédite, notamment dans leur... Et pourtant, Jean-Philippe Desrosiers, et ça a été aussi rappelé pendant les débats, la Belgique, par exemple, n'a pas mis en place ce type de procédure, finalement. On voit nos voisins européens qui arrivent à lutter contre le terrorisme sans la mise en place d'un état d'urgence. Ce sont des choix politiques, il ne m'appartient pas d'en juger. Peut-être n'ont-ils pas les mêmes mécanismes prévus par le droit. Le gouvernement français a fait ce choix-là et ce sont encore une fois des procédures que notre droit est constitutionnel et l'état de notre droit législatif permet. Il ne m'appartient pas de juger ce que font et ce que décident de faire les Belges. En revanche, ils ont connu des attentats également terroristes qui sont ignobles, à ceci près que, en effet, ils n'ont pas le nombre et l'ampleur des attentats qu'a pu connaître la France. Et je voudrais ajouter un point. Cet état d'urgence a été engagé à plusieurs reprises depuis son existence en 1955 et notamment une fois entre 1961 et 1962. À cette époque-là, jamais, entre 61 et 62, alors qu'il a été prorogé à plusieurs reprises, jamais le Parlement n'a eu à s'exprimer sur sa prorogation. Il l'a toujours été par des ordonnances prises par le général de Gaulle, en parfaite violation de ce que prévoyaient les textes de loi, et notamment la loi de 1955. Et notamment des ordonnances, au départ, prises sur le fondement de l'article 16, qui étaient engagées concomitamment et parallèlement à l'état d'urgence. Cette fois-ci, au-delà du fait que le régime de l'état d'urgence a été substantiellement modifié, modernisé et mieux protégé, mieux garanti, notamment par la loi du 20 juillet 2015 et par la loi de juillet 2016, le Parlement s'exprime à chaque fois. Et le Parlement, c'est tout de même la représentation nationale. Et en effet, après le renouvellement d'une majorité en 2017, la représentation nationale pourrait changer d'avis ou au contraire maintenir cette décision de proroger cet état d'urgence. On évoquait à l'instant la difficulté de sortir de cet état d'urgence avec les craintes exprimées par les sénateurs communistes notamment, mais aussi écologistes ou encore quelques voix chez les sénateurs RDSE pour trouver une sortie de cet état d'urgence. Ça a été rappelé qu'il ne peut pas être renouvelé indéfiniment. Non, il ne peut pas être renouvelé indéfiniment et on ne saurait dériver vers un état d'urgence permanent car c'est un régime d'exception et le ministre de l'Intérieur vient à l'instant de le rappeler et il n'a de cesse de le rappeler, le gouvernement n'a de cesse de le rappeler. Comme je l'ai dit et souligné et je tiens à le répéter car c'est important, nous vivons une période véritablement exceptionnelle. L'état d'urgence a été invoqué à plusieurs reprises depuis son existence en 1955, 3 fois entre 1955 et 1961 en lien avec la guerre d'Algérie, dont la période la plus longue qu'il ait connue jusqu'à présent, justement de 1961 à 1962, puis 3 fois dans les années 80 pour des crises en lien avec l'outre-mer, et donc là, il n'était pas généralisé, une autre fois en 2005 pour les crises de banlieue, il n'était pas non plus généralisé, et une nouvelle fois maintenant depuis 2015, et il est généralisé, c'est-à-dire il s'applique sur l'ensemble du territoire. Parmi
toutes ces invocations de l'état d'urgence. Nous en sommes donc à la 8e. C'est véritablement, au moins depuis la guerre d'Algérie, la crise la plus grave que nous connaissons, avec ces attentats qui n'ont cesse d'être une escalade dans la violence, dans les cibles, des journalistes d'abord, des hommes et des femmes, de la jeunesse qui sortent le vendredi soir ensuite, et enfin des familles avec enfants le 14 juillet au soir. Et je pense véritablement que cela justifie que des mesures exceptionnelles soient maintenues, qui plus est pour une durée elle aussi exceptionnelle, car il est vrai que c'est sans doute l'état d'urgence actuel qui sera le plus long s'il va jusqu'au 15 juillet 2017. Mais il ne saurait être permanent, et il va arriver un instant où il va falloir soit prévoir des mesures elles aussi peut-être exceptionnelles, mais qui soient de droit commun, quitte à tenir des compte pistes s'ouvrent pour les juges administratifs, a dit Michel Mercier. Est-ce que vous savez ce qu'il veut dire, par exemple, sur ces pistes qui s'ouvrent justement pour la justice administrative? Est-ce qu'elle pourrait reprendre à leur compte finalement, est-ce qu'ils pourraient reprendre à leur compte des dispositions qui sont permises par l'état d'urgence? Non, je ne sais pas bien à quoi il fait référence, mais la Constitution de la Ve République pose comme principe constitutionnel que la liberté individuelle est placée sous la garantie et la protection de l'autorité judiciaire. Et c'est un peu ce qui est dénoncé dans le cadre de l'état d'urgence, car nous sommes dans un régime de police administrative qui relève donc du juge administratif. Le juge administratif, et en particulier le Conseil d'État, lorsqu'ils sont appelés à se prononcer, rappelle et précise que cet état d'urgence ne peut pas être permanent, et notamment son vice-président Jean-Marc Sauvé a fait une déclaration par voie de presse il y a quelques semaines désormais, insistant sur cet élément-là. Et le Conseil d'État a également adopté une jurisprudence. Alors, on va retourner dans l'hémicycle. Jean-Philippe Derosier, est-ce qu'on peut dire que le Sénat finalement a joué son rôle de garant des libertés publiques en examinant ce texte sur l'état d'urgence? C'était souvent un argument qui était mis en avant par la Haute Assemblée. On peut tout à fait l'affirmer, même si d'apparence ce n'est pas le cas. Il faut donc expliquer un petit peu à ceux qui nous regardent comment cela s'est produit. En effet, il fallait aller vite, et plus vite que ce qu'on pouvait escompter, car il y a eu la démission de Manuel Valls, laquelle a entraîné la démission de l'ensemble du gouvernement, car notre Constitution prévoit que lorsque le Premier ministre démissionne, c'est l'ensemble du gouvernement qui démissionne. Et le régime de l'état d'urgence, la loi de 1955, prévoit que lorsqu'il est engagé, celui-ci devient caduc 15 jours après la démission du gouvernement ou la dissolution de l'Assemblée nationale. Et donc, Manuel Valls et le gouvernement ont démissionné le 6 décembre, si bien que l'état d'urgence serait caduc le 21 décembre. C'est pour cela qu'il fallait donc aller très vite, préparer un projet de loi de prorogation et l'adopter dans les meilleurs délais. Et là, on a vu véritablement le travail parlementaire de couloir qui s'est mis en route, comme ce fut le cas au lendemain du 13 novembre 2015 pour adopter la loi du 20 novembre, où il y a eu respect du bicamérisme, il y a eu discussion, échange entre les deux chambres, mais pas de façon officielle, mais de façon officieuse, puisque les rapporteurs et les présidents des commissions de chacune des assemblées se sont rencontrés, ont échangé en amont pour que, dès l'adoption du texte à l'Assemblée nationale, les requêtes, les demandes du Sénat puissent être prises en compte et ainsi adoptées. Et donc, le gouvernement avait effectivement tenu à ce que, sur ces assignations à résidence sur lesquelles on reviendra peut-être, elle ne soit pas poursuivie après une durée de 15 mois. Et c'est le Sénat qui voulait que cette durée de 15 mois soit réduite à 12 mois. Et donc, pour aller vite, justement, le gouvernement a cédé, l'Assemblée nationale elle-même a cédé et a intégré cette demande sénatoriale de rapporter de 15 à 12 mois la durée maximale d'assignation à résidence. L'adoption par le Sénat du projet de loi qui prolonge l'état d'urgence. Vous avez entendu le résultat, 306 voix pour, contre 28. C'est donc à une large majorité, on peut le dire, Jean-Philippe Derosier, que le Sénat, après l'Assemblée nationale, a donné son feu vert à cette prolongation de l'état d'urgence. Oui, tout à fait. C'est même une majorité encore plus grande qu'à l'Assemblée nationale, puisque hier, au vote à l'Assemblée nationale, il y avait 288 voix pour sur 325 votants. Alors les votants étaient beaucoup moins nombreux, mais effectivement, on voit encore une fois, et comme c'est le cas systématiquement sur les différents projets de loi de prorogation de l'état d'urgence, qu'il y a une
forme d'union nationale derrière cette volonté de maintenir. Alors il y a quelques voix qui s'élèvent, on les a entendues aujourd'hui, et c'est normal. C'est ça aussi la démocratie et le pluralisme. Mais la démocratie, c'est également que voilà, lorsqu'il y a une décision majoritaire qui est prise, et là elle est prise à une très large majorité, eh bien que cela soit maintenu, et ça reflète, ça représente la nation, puisque, encore une fois, c'est l'expression de la représentation nationale. C'est donc un vote définitif du Parlement, puisqu'il y a un vote conforme entre les deux chambres. En effet, la loi est désormais adoptée par le Parlement et elle va être promulguée dans les prochains jours par le président de la République. Et il se pourrait que le Conseil constitutionnel soit saisi, puisqu'il peut l'être par 60 députés ou 60 sénateurs après que le texte a été voté. Très vraisemblablement, vu la majorité avec laquelle le texte a été adopté dans l'une et l'autre assemblée, ce ne sera pas le cas, mais il ne faut jamais préjuger de l'avenir et c'est toujours une possibilité qui est offerte et qui est ouverte. On revient aussi sur cette question des assignations à résidence, puisque c'est ce qui avait posé le plus de problèmes pour les parlementaires. Est-ce qu'aujourd'hui, eh bien, on sait qu'il y a encore 47 personnes assignées à résidence, et ce depuis plus de 13 mois. Est-ce qu'on peut voir peut-être une sorte de sortie de crise pour ces personnes? Est-ce qu'il y a des changements qui ont été apportés par Oui, il y a des changements qui ont été apportés par ce projet de loi, puisque ce projet de loi prévoit que désormais, lorsque une personne a fait l'objet d'une assignation à résidence d'une durée totale de 12 mois, elle ne peut plus être assignée à résidence. C'est la nouvelle règle qui est prévue par l'article 2 de ce projet de loi, sauf à ce que le ministre de l'Intérieur demande au juge administratif, au juge des référés administratifs, de proroger une nouvelle fois cette assignation à résidence pour une durée de 3 mois. Et c'est le juge administratif qui va l'autoriser. Ce n'est plus le ministre de l'Intérieur qui va décider de cette assignation. Il faut qu'il en fasse la demande et c'est le juge qui en décide. Et ensuite, cette nouvelle assignation peut être prorogée de 3 mois en 3 mois, car à l'expiration de cette nouvelle période de 3 mois, le ministre de l'Intérieur peut effectuer la nouvelle demande, etc. Mais donc là, ce sont des assignations qui vont être véritablement placées sous non pas seulement le contrôle, mais l'autorisation du juge administratif. Jean-Philippe Desrosiers, on a vu effectivement cet apport du Sénat qui permet justement de maintenir l'état d'urgence pendant toute la période électorale qui va de la présidentielle aux législatives. Là aussi, quelle que soit finalement la nouvelle majorité qui sortira des urnes, on a vu une sorte d'union nationale autour de cette disposition adoptée cet après-midi. Oui, ainsi qu'on l'a dit à plusieurs reprises cet après-midi, la loi de 1955 prévoit que lorsque le gouvernement démissionne ou lorsqu'il y a dissolution de l'Assemblée nationale, l'état d'urgence devient caduc 15 jours après. Là, nous allons avoir une élection présidentielle, puis des élections législatives, et il est de coutume constitutionnelle, car ce n'est pas imposé par les textes, mais qu'après l'élection d'un nouveau président, et même si ce devait être un président en exercice qui était confirmé, ce qui a priori ne devrait pas se produire en l'espèce, le gouvernement présente sa démission pour permettre au nouveau président élu d'en nommer un nouveau ou de confirmer celui qui est en place. Et à ce moment-là, donc on sera autour du début du mois de mai, le Parlement ne sera pas en train de siéger, il sera toujours en session puisque la session se termine fin juin, mais il ne sera pas en train de siéger. Et si jamais il n'y avait pas cette disposition de l'article 3 qui avait été prévue, qui permet de sauter cette caducité, eh bien il aurait fallu, dans l'hypothèse où on voulait confirmer l'état d'urgence, réunir le Parlement seulement sur ce texte. Donc là, c'est une mesure de facilité que d'éviter cette lourdeur procédurale, sachant que ce n'est pas forcément une atteinte, et ce n'est absolument pas une atteinte ni à l'état de droit ni à la démocratie, car le nouveau gouvernement nommé, s'il n'entend pas proroger l'état d'urgence, peut à tout moment en décider la levée par simple décret en Conseil des ministres. Merci pour toutes ces précisions.